Eh bien, bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous. Vous dire combien je suis heureuse, combien nous sommes heureux de vous retrouver ce dernier après-midi de la Fête du Livre, en ce bel après-midi d'automne que nous avons, et on a eu beaucoup de chance avec le temps, et il nous a bien accompagnés, et que nous avons souhaité dédier à notre ami Salman Rushdie. Alors nous avons fait le choix tout à l'heure, on a un petit peu changé le déroulé, de commencer par regarder un des extraits de la Fête du Livre de 2008, extrait que Wilfrid Legault a monté très vite. Je trouve que c'est mieux d'être dans l'image et dans le portrait, la voix de Salman Rushdie. Et ensuite, nous reprendrons la parole et nous écouterons en clôture Pierre Beau, le comédien, et Louis Clavis. Voilà. Donc, on va commencer par la projection et nous reviendrons vers vous. Encore merci pour votre présence. À tout de suite. Nous le savons depuis longtemps, votre venue à Aix-en-Provence, cher Salman Rushdie, était inévitable. Nous vous attendions, il y a longtemps déjà, et votre présence ici ce soir est un magnifique et très émouvant cadeau que vous nous faites et que vous faites à cette 25e Fête du Livre. Nous vous saluons ce soir dans votre courage et dans votre générosité. Et il en a fallu du temps, je le répète, pour que cette rencontre avec vous se fasse. Et peut-être, d'ailleurs, cette attente était-elle nécessaire, car l'apaisement revenu permet un véritable échange avec l'écrivain, et seulement cela. J'ai passé toute ma vie à franchir des frontières, physiques, sociales, intellectuelles, artistiques, dites-vous. Vous allez nous conter ces limites, ces frontières, ces méfiances qui balisent les peurs, la raison simple qui les décrit, et l'audace que cela donne pour les franchir. Il n'y a pas d'autre ligne infranchissable que celle que dresse la méconnaissance et le refus de l'impossible. Et vous voyez, vous êtes là, Salman. Oui, ben je voudrais commencer par dire que je suis très ému, très flatté d'être ici pour 2-3 jours de parler au sujet de moi. Ou à moi, au sujet des sujets autour de mon œuvre. C'est un grand honneur pour moi et maintenant, je parlais en anglais. Gérard, je te laisse la parole. Merci, bienvenue à tous, bienvenue Salman Rushdie, bienvenue Ivan Nabokov, bienvenue Altaf Tirewala. Franchir la ligne, c'est le titre de cette 25e Fête du Livre. Et je voudrais simplement lire un petit extrait de ce recueil d'essais intitulé « Franchissez la ligne » et dans lequel Salman Rushdie écrit ceci : « Franchir les frontières de la langue, de la géographie et de la culture. Examiner la limite perméable entre l'univers des choses et des actions et celui de l'imagination. Abaisser les barrières intolérables créées par les multiples variétés de police de la pensée. Ces questions sont au cœur du projet littéraire que m'ont donné les circonstances de ma vie, plus que je ne l'ai choisi pour des raisons intellectuelles ou artistiques. Né dans une langue, l'ourdou, j'ai réalisé ma vie et mon œuvre dans une autre. Quiconque a franchi une frontière linguistique comprendra aisément qu'un tel voyage implique une sorte de métamorphose ou de traduction de soi-même. Le changement de langue nous change. Chaque idiome permet des formes de pensée, d'imagination et de jeu légèrement divergentes. Je surprends ma langue à faire des choses légèrement différentes en ourdou qu'avec, pour emprunter le titre d'une nouvelle de Hanif Kureishi, ta langue au fond de ma gorge. Et je voulais vous demander si l'humour, ça aide à franchir les lignes, les frontières.
D'autres personnes disent que je trouve que c'est difficile de lire des écrits qui n'ont pas d'humour du tout. Donc, tout écrit qui est trop sérieux et il y a des grands écrivains qui sont vides de toute forme d'humour et qui, pour moi, sont très difficiles à lire. Il y a d'autres écrivains moindres qui ont un grand humour et je peux les lire avec beaucoup de plaisir et de facilité. Donc, si j'ai le choix entre P.G. Wodehouse et George Eliot, par exemple, je vais toujours aller vers P.G. Wodehouse, tout simplement. Un écrivain qui peut, avec humour, traiter de grands sujets. Par exemple, on l'a accusé de collaboration nazie, etc. Mais c'était complètement absurde. Toute personne qui a lu les textes anti-nazis, le Code of Worcester, par exemple, vous dira que c'est des histoires qui contient peut-être le plus grand discours anti-nazi de la littérature anglaise, où le personnage mauvais dans le Code of Worcester est un homme qui s'appelle Sir Broderick Spone, qui est basé sur le leader Oswald Mosley, donc nazi. Et celui-ci a une organisation qui s'appelle les Shorts Noirs. Donc, Oswald Mosley avait les chemises noires, lui, et son personnage, il a les shorts noirs. Donc, et il y a un moment où il peut plus, il en peut plus. Donc, l'auteur là, et il a une tirade contre Broderick Spone et il dit, regardez ici, Monsieur Spode, il lui dit, vous pensez sans doute que vous êtes très malin, donc en train de vous promener ici en train de crier des slogans hitlériens, mais la vérité, Spode, c'est que personne ne t'aime beaucoup, donc on ne t'aime pas. Donc, et il y a bien sûr là une attaque sur le système nazi, c'est la meilleure attaque anti-nazi, donc Hail Spode, donc non, l'humour pour moi est essentiel. En tant que lecteur, moi je pense que c'est essentiel, c'est difficile pour moi de lire un livre qui n'a pas d'humour, quel qu'il soit, et quel qu'en soit l'auteur. Put it like this, what would a respectful cartoon look like? Qu'est-ce que serait une caricature respectueuse? Ça n'existe pas, une caricature politique respectueuse. La nature même de la forme, l'essence même de la caricature, c'est d'être irrespectueux. Et donc, c'est une caricature, ça ne respecte personne, rien. Donc, ça peut être même irrespectueux envers moi. Mais, bien sûr, je ne vais pas aimer, mais je ne vais pas tendance à mettre feu au bâtiment des gens qui ont fait la caricature. Peut-être devrais-je, je ne sais pas. Mais bon, non, véritablement. Je pense qu'il y a deux questions là dans cette histoire des caricatures de Mahomet. Le problème, c'est est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont drôles? Et si moi j'étais un éditeur d'images pour un journal, est-ce que je les publierais? Et je pense que quelques-unes sont bonnes et d'autres ne sont pas très drôles en fait. Et en fait, les plus drôles sont souvent les plus insultantes entre guillemets. Bien sûr, c'est souvent le cas. Et donc pour les meilleurs des dessins, c'est celui où le prophète Mohammed est sur un nuage au paradis en train de dire aux terroristes d'arrêter de se faire exploser parce qu'en fait ils n'ont plus de vierges au paradis. Donc, je pense que là, si j'étais personnellement un éditeur de dessins politiques, je publierais ça parce que c'est vraiment drôle. Donc, une question, c'est est-ce que la qualité, donc est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont bonnes? Il y a un jugement éditorial que l'on fait, donc on peut savoir si on les publie ou pas. Et pour moi, ce sont des jugements que les journaux font tous les jours et pas tous les journaux ne portent pas les mêmes jugements. Donc ça, c'est une première chose. Mais lorsque la question des menaces et de violence en jeu, lorsque les gens sont menacés, alors le sujet change. Alors ce n'est plus seulement les caricatures, mais comment vous répondez à la violence. Et là, la façon dont on ne répond pas à la violence, c'est simplement en vous soumettant. C'est parce que comme ça, sinon vous serez sûr qu'il y aura de plus de violence sur un autre temps, sur un autre sujet. Et on n'obtient pas la paix en se soumettant à la violence. Et de ce point de vue, il faut les publier, les republier sans problème. Maintenant, votre question sur comment on peut écrire après le 11 septembre. Bon, bien sûr, en Amérique, aux États-Unis plus particulièrement, mais pas seulement aux États-Unis, partout, beaucoup de gens ont passé beaucoup de temps à réfléchir à ça. Comment on peut, est-ce qu'on peut réécrire après ces actes de terrorisme? Mais je pense que la réponse est assez floue. La vraie réponse, c'est que simplement continuer avec votre travail et voir où ça vous emmène. Parce que parfois, ça peut être trop artificiel de
répondre directement à un tel événement. Vous êtes trop proche de l'événement, c'est trop rapide, c'est trop près. Et donc, parfois, il faut beaucoup plus de temps pour assimiler un tel événement et pour le resituer dans son contexte, dans un contexte artistique. La guerre et paix a été écrite près de 60 ans après les campagnes napoléoniennes de Russie. Donc, et véritablement, je dirais que c'est la première réponse littéraire sérieuse à cet événement historique. Et maintenant, on ne peut pas maintenant réfléchir à la campagne napoléonienne de 1812 sans réfléchir à la guerre et paix de Tolstoï. Mais il a fallu longtemps pour que ce chef-d'œuvre réponde à cet événement. Donc, on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que les écrivains répondent immédiatement à quelque chose. Bien sûr, beaucoup de gens l'ont fait. Et certains de ces livres sont intéressants. Je pense que le roman de Don DeLillo, L'homme qui tombe, est tout à fait intéressant de ce point de vue à cet événement. Et cette année, Never Island, Joseph O'Neill a été une tentative d'appréhender cet événement. Je n'ai pas encore vu ou entendu de tentative au niveau de la littérature arabe, ce qui me semblerait tout à fait intéressant. J'aimerais bien voir un écrivain arabe ou des poètes arabes répondre à ce qui a été quand même un événement arabe en soi, donc l'attaque sur les tours du World Trade Center. Mais ça ne s'est pas produit pour autant que je sache. Donc peut-être parce que c'est difficile pour les gens de dire ce qu'ils pensent véritablement. Je ne sais pas. C'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas essayé, en fait. Mais personnellement, j'ai toujours pensé que j'ai toujours écrit sur les rencontres entre des mondes, entre les mondes, parce que ces rencontres, pour moi, sont intérieures, elles ne sont pas extérieures. Ça a été l'expérience de ma vie, ce que j'ai toujours vécu. Donc, dans toute mon existence, j'ai essayé d'écrire sur cela, essentiellement comme d'une façon de célébration, de montrer comment ces rencontres, en fait, enrichissent les deux mondes, les deux côtés. Donc, et maintenant, bien entendu, on a un autre problème qui est que beaucoup de gens sont un petit peu suspects ou ne sont pas très en vert. Et si vous êtes écrivain, on ne peut pas ignorer ça. Il faut se confronter à cela. Donc, peut-être pas dans l'Enchanteresse de Florence, mais dans le roman précédent, donc, dans Shalimar le clown, j'ai essayé de débattre de cette question, de la rencontre des mondes, de la suspicion mutuelle et de la peur mutuelle, et même en dehors dans des ouvrages non romancés. J'ai essayé d'écrire sur ce point, sur ces éléments. Et je pense qu'en fait, ce que tous les écrivains peuvent faire, c'est essayer d'améliorer la compréhension. On ne peut pas résoudre tous les problèmes, il n'y a pas de potion magique qui ferait du monde une place merveilleuse. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'informer, de comprendre vous-même ensuite, et ensuite d'aider les autres personnes à comprendre. Et je pense que de ce point de vue, c'est un processus long qui prend beaucoup de temps d'esprit, et j'espère que c'est ce qui se passe actuellement. Certainement du point de vue je vis aux États-Unis maintenant, et de ce point de vue, il y a eu beaucoup de changements dans les années depuis le 11 septembre aux États-Unis, à partir de l'hostilité, la colère initiale après l'événement lui-même. Il y a maintenant un esprit de ne pas vouloir être en guerre. Maintenant, les gens ne veulent plus être en guerre avec la moitié du monde et ne veulent plus être en permanence agressés ou ne vont pas qu'on s'adresse dans le langage de la peur. Ça fait 7 ans, et ceci, c'est peut-être cette amélioration dans l'esprit des gens et dans le comportement des gens. C'est un petit peu tôt pour voir comment l'histoire va sortir et comment elle va être traitée de mon point de vue, parce que ça ne fait que 7 ans et c'est encore très jeune. Avant de donner la parole à Annie, je voudrais juste faire un petit commentaire sur le film que l'on vient de voir et qui est évidemment très émouvant. On retrouve ce qui s'est passé en 2008 à Aix-en-Provence. Vous remarquerez, moi j'étais très frappé par le fait qu'à aucun moment il n'est question de la fatwa et de la situation personnelle de Salman Rushdie, qui vit dans une quasi-clandestinité encore. On est en 2008. La fatwa, c'est en 1989.
Il parle des événements du 11 septembre. Il ne parle pas de la propre catastrophe qui est arrivée dans sa vie. Et il s'exprime comme un écrivain avec la liberté de ton qu'il a toujours eue, avec l'humour qu'il met toujours en valeur. Et ça, c'est quelque chose de très étonnant parce que il faut se rappeler, pardon Annie de le dire, mais ça a été très difficile quand même de faire venir Salman Rushdie à Aix-en-Provence en 2008, et ça n'a pas toujours été très bien vu par tout le monde, car j'ai entendu ici et là des reproches en disant que c'était totalement irresponsable et dangereux de faire venir Salman Rushdie ici, pour le public, évidemment, même si le public ne constitue pas une cible, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et la suite, malheureusement, a montré qu'il peut arriver toutes sortes de choses épouvantables. Voilà, on reviendra après sur cette venue de Salman Rushdie à Aix-en-Provence, mais j'aimerais, Annie, que pour vous nous disiez. Ceux disiez. qui ont assisté à cette rencontre, je ne sais pas si vous vous souvenez, du calme et de l'apaisement qu'il y a eu, qu'il y a eu pendant toutes ces rencontres. Vraiment. Alors, je vais lui dire, et je vais vous le dire, nous vous attendions, cher Salman Rushdie, depuis longtemps. Ai-je déjà dit en 2008, et nous vous attendions cette année en 2022. Nous souhaitions tellement le retrouver à Aix, afin de donner une suite aux magnifiques journées, c'est ce que je viens de vous dire, que nous avions passées en sa compagnie en 2008. Il n'a pu malheureusement venir, retenu à New York pour un grand colloque organisé autour de lui, autour de son œuvre, en octobre, presque aux mêmes dates que la fête du livre. Mais, m'avait-il dit, quand il m'avait annoncé qu'il ne pouvait donc être là, Annie, je ne crois pas que ce soit votre dernière fête du livre, et je vous promets d'être là en 2023. Mais, oui, il me l'avait promis. Mais Salman Rushdie, notre ami, ne reviendra sans doute pas à la Cité du Livre. Et c'est pour cette raison, pour lui dire notre amitié et notre soutien, que nous avons voulu lui dédier cet après-midi, nous souvenir de la joie que nous avons eue à l'accueillir il y a presque 15 ans et de la gaieté qui était la sienne. La fête du livre était totalement consacrée, sous le titre « Franchir la ligne », on l'a vu, et au dire de son éditeur, le célèbre Ivan Nabokov, qu'on a eu le plaisir de revoir, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, aux côtés de Claude Nabokov, qui n'est plus là, nous dire que ce qui s'était passé à Aix, le temps de ce week-end, est resté unique. Salman a dit des choses qu'il n'a racontées nulle part ailleurs, avec une grande liberté, un vrai plaisir, une immense sincérité. Il était rieur, très détendu. Son jeune fils, Milan, qui avait 9 ans à l'époque, l'accompagnait, et là c'était une grande première. Milan, qui a découvert pendant la projection de Rendez-vous à New York, le très beau film qu'Elisa Mantin a fait sur lui, tout ce que son père avait subi pendant la proclamation de la fatwa. Il en a été tellement bouleversé, je m'en souviens encore, il était là au premier rang, qu'il a fallu le faire sortir de l'amphithéâtre. Cela pourrait n'être que la petite histoire, car personne d'entre nous, alors, n'a songé un seul instant qu'il pouvait advenir à présent quelque chose de grave contre lui. Les agents de renseignement que j'avais rencontrés pendant la préparation de ces journées m'avaient dit, vous savez, on est passé à bien d'autres choses et la sécurité de Salman Rushdie n'est plus notre souci majeur. Ils auraient pu avoir raison, nous l'espérions, nous l'avions cru jusqu'à ces rencontres, plus précisément cette conférence qu'il donnait à l'Institut Chautauqua, de New York, en août dernier, où la folie l'a rattrapé après 33 ans. Comme beaucoup, j'ai été sous le choc. Je voudrais vous citer ces lignes de l'écrivain danois Jens Christian Grøndahl, qui parlait de l'innocence fabuleuse de la langue créatrice et qui exprimait si bien ce que je ressentais, ce que nous avons tous ressenti. Tant que l'on écrit avec un cœur pur, à partir d'une volonté de comprendre ou simplement d'être étonné par les mystères de l'existence, la prose est écrite de bonne foi, quel que soit l'irrespect ou son blasphème éventuel. L'attentat contre Salman Rushdie n'a pas seulement été une attaque répugnante contre une personne sans défense, il n'est pas seulement un assaut contre des conditions inaliénables de la démocratie, le droit d'écrire librement et sans crainte, c'est aussi un abus de confiance,
une rupture du contrat entre l'art et la vie, sans lesquelles il n'y aurait pas de civilisation. Alors, sans relâche, nous devons témoigner de notre respect pour toutes les forces de la liberté, pour toutes les formes d'écriture. Cher Salman, nous vous envoyons toutes nos affectueuses pensées. Merci. Voilà ce que je voulais lui dire. Et c'est avec une grande émotion. Gérard, à toi. Oui. Alors moi, je voudrais faire d'abord une première remarque, c'est que les t-shirts de la fête du livre d'Aix-en-Provence sont d'excellente qualité. La preuve, c'est que celui-ci date de 2008, qu'il était dans mes placards et que vous voyez, les couleurs n'ont pas bougé, et cependant, je m'en suis servi, je l'ai porté un certain nombre de fois. Donc effectivement, je vous les recommande très vivement. Cette fête du livre 2008 avait été évidemment pour moi un moment inoubliable, particulièrement parce que je me trouvais, imaginez-vous, dans une situation un tout petit peu étrange, étant le monsieur loyal d'un certain nombre de rencontres, animant des conversations avec Salman Rushdie, mais pour la première fois, j'étais aussi devenu son traducteur français. C'est-à-dire que le livre dont on entendait des extraits, L'Enchanteresse de Florence, pour la première fois, à la suite d'une histoire qui serait trop longue pour que je vous la raconte aujourd'hui, m'était échu, et depuis ce livre-là, eh bien, j'ai entamé un long compagnonnage avec Salman Rushdie. On est quasiment devenu un vieux couple, puisque ça remonte à 2008, et j'ai traduit depuis tous les livres que Salman Rushdie a publiés, y compris, j'allais dire, les deux derniers, c'est-à-dire celui dont on va entendre des extraits tout à l'heure lus par Pierre Beau, avec l'aimable autorisation des éditions Actes Sud, la lecture d'un texte qui est un recueil d'essais, qui s'appelle Languages of Truth en anglais, donc qui a été traduit littéralement par Langage de vérité, et qui est un recueil d'essais que Salman Rushdie a publié, en gros, ces 10 dernières années. Alors, il y a des choses très variées, il y a des textes qu'il a écrits pour des revues, il y a des discours qu'il a prononcés parce qu'il a eu des responsabilités au sein du Pen Club aux États-Unis. Il a été directeur, il a fondé une sorte de manifestation ouverte à tous les écrivains du monde à New York. Voilà, donc il y a plusieurs textes autour de cela. Il y a ses admirations littéraires, et pas seulement littéraires d'ailleurs, mais ses admirations littéraires en particulier, c'est-à-dire les écrivains qui comptent énormément pour lui. Beckett, Joyce, Cervantes, Shakespeare, pardon. Oui. Oui. Enfin, il y a beaucoup. Donc ça, c'est très très plaisant. Et puis il y a des livres, il y a des textes plus intimes. Alors ça aussi, c'est passionnant parce que dans un des textes, par exemple, on lui demande de prononcer une conférence sur Eudora Welty. Et en fait, Eudora Welty a écrit un livre qui s'appelle « Les débuts d'un écrivain ». Et la conférence prend une forme tout à fait inattendue, c'est-à-dire qu'il parle évidemment d'Eudora Welty, des rapports qu'il a pu avoir avec elle, de la source d'inspiration qu'elle a été pour lui, et il se met à parler de ses propres débuts en tant qu'écrivain. Et ça, c'est tout à fait précieux parce que, dans mon souvenir, je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait ailleurs. Et il le fait avec tout l'humour qu'on lui connaît, donc toute la finesse et toute l'intelligence, donc c'est tout à fait passionnant. Et puis il y a des textes très intimes parce que l'un des tout derniers textes, par exemple, est un texte sur la pandémie du Covid, dont il a été une des premières victimes aux États-Unis, au moment où on ne savait pas trop encore comment se comportait le virus. Il s'en est très bien sorti, d'ailleurs, ça n'a pas été très grave, puisqu'il n'a pas du tout été hospitalisé. Bon, la suite, elle est montrée qu'il lui est arrivé des choses bien plus graves. Voilà, alors je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus. Vous parlez en quelques mots peut-être du livre à paraître au mois de novembre. Donc le livre dont on va lire des extraits, dont Pierre Beau va lire des extraits, est effectivement ce livre-là. Et malheureusement, à 15 jours près, on ne l'a pas encore. Il va être en librairie, donc aux éditions Actes Sud, courant novembre. Je ne sais pas la date exacte, mais c'est plutôt vers le début du mois de novembre, je crois. Donc vous pourrez vous y reporter rapidement, mais je voudrais vous faire un petit... Je ne peux pas vous donner des nouvelles particulières de Salman Rushdie parce que je ne sais rien de plus que vous.
Je n'ai pas un contact direct avec lui. Je lui ai écrit, bien évidemment, dès que j'ai appris la nouvelle de l'attentat, mais je ne suis pas sûr qu'il soit non seulement en mesure de lire les mails qu'il reçoit, et encore moins d'y répondre. Donc je ne sais pas du tout, moi je n'ai pas de réponse à ce jour, et il me paraît indélicat d'insister, donc je ne sais pas, je n'en sais pas beaucoup plus que vous. En revanche, ce que je sais, et ça je peux vous en parler, c'est que au printemps, Salman Rushdie avait achevé un roman, et que ce roman est assez étrange, peut-être comme tous les livres de Salman Rushdie, mais très intéressant. Il est très intéressant dans la mesure où Salman Rushdie déclare dans un des textes de son recueil d'essais que pendant la pandémie du Covid, comme tout le monde, il s'est isolé, évidemment, et il a beaucoup regardé, il a beaucoup lu, et il a beaucoup regardé des DVD sur son lecteur de DVD. Et il a revu en particulier toute une série de films dont il est absolument passionné, c'est la Nouvelle Vague française. Donc il a revu tous les Godard, tous les Truffaut, enfin, il a revu. C'est un très grand cinéphile et un très grand amateur de cinéma français. Il a revu tous ces films et tout à coup, dit-il, l'idée d'un nouveau roman a germé, un roman qui serait inspiré de la Nouvelle Vague française. Je ne sais pas à quoi il faut s'attendre. Salman Rushdie est toujours quelqu'un de très surprenant dans son écriture, donc on va pouvoir trouver quelque chose de très étrange, peut-être. L'autre particularité de ce livre, c'est qu'il se passe pour la première fois, j'allais dire pour la deuxième fois, plus exactement, exclusivement en Inde. Or, tous les derniers livres de Salman Rushdie se passaient dans des endroits totalement imaginaires, ou les derniers, en tout cas, aux États-Unis, et majoritairement à New York. Et là, pour la première fois, il revient, il y a une espèce de retour vers les origines, et il écrit un livre qui se passe exclusivement en Inde. Je voulais vous faire un petit cadeau cet après-midi, si vous voulez bien. C'est simplement vous lire la première page de ce roman. Dans une traduction qui n'est pas du tout définitive, hein. C'est un premier jet, voilà. Mais je voulais vous en donner un petit peu la primeur. Voici commence le roman qui s'intitule Victory City. Et je suppose d'ailleurs que le titre restera en anglais parce que je trouve qu'il sonne plutôt bien et que Victory City, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'anglais pour comprendre le sens de la formule. Je vous en lis simplement les premières lignes. Au dernier jour de sa vie, alors âgée de 257 ans, la poétesse aveugle, thaumaturge et prophétesse Pampa Campana acheva son immense poème narratif consacré à Bisnaga et l'enterra dans une jarre en argile scellée à la cire au cœur des ruines de l'enclos royal, en guise de message adressé à l'avenir. 4 siècles et demi plus tard, nous avons découvert cette jarre et lu pour la première fois l'immortel chef-d'œuvre intitulé le Jaya Parajaya, ce qui signifie victoire et défaite, rédigé en sanskrit, aussi long que le Ramayana, composé de 24 000 vers, et nous avons appris les secrets de l'empire qu'elle avait caché à l'histoire pendant plus de 160 000 jours. Nous ne connaissions que les ruines qui subsistaient, et notre souvenir de son histoire était elle aussi en ruine, à cause du passage du temps, des imperfections de la mémoire et des falsifications de ceux qui vinrent après. À la lecture du livre de Pampa Campana, le passé était ressuscité. L'empire Bisnaga renaissait tel qu'il avait vraiment été. Ses femmes guerrières, ses montagnes d'or, son esprit généreux, et ses époques de mesquinerie, ses faiblesses et ses forces. Nous entendions pour la première fois l'histoire au complet de ce royaume qui avait commencé et s'était achevé par un incendie et une décapitation. Voici cette histoire, racontée une fois de plus dans une langue simplifiée par l'auteur actuel, qui n'est ni un savant, ni un poète, mais seulement un raconteur d'histoire, et qui offre cette version pour le simple divertissement et pour l'éventuelle édification des lecteurs d'aujourd'hui, jeunes et vieux, très instruits ou pas tant que cela, ceux qui sont à la recherche de la sagesse et ceux que la folie amuse, les gens du Nord et les gens du Sud, les fidèles des dieux divers et les athées,
ceux qui sont larges d'esprit et ceux qui sont bornés, les hommes, les femmes et les représentants de tous les genres qui existent au-delà et à l'intérieur de ces deux catégories, les rejetons de l'aristocratie et les roturiers, les braves gens et les fripouilles, les charlatans et les étrangers, les sages pleins d'humilité et les idiots imbus d'eux-mêmes. Voilà, voilà, c'est donc la... Alors vous l'aurez compris, il s'agit d'une fable, bien entendu, je ne vais pas vous raconter la suite de la fable, vous connaissez l'imagination débordante et la verve narrative de Salman Rushdie, donc c'est une fable, c'est supposé se passer dans un vieux royaume indien du XIVe siècle, et évidemment, vous l'aurez compris, dès l'adresse au lecteur, c'est rempli d'allusions à la situation évidemment contemporaine, et je crois que je voudrais juste souligner ce point qui me paraît très important, c'est que Salman Rushdie a toujours considéré, on l'a peut-être pas toujours considéré à sa juste valeur à cause d'un trait caractéristique de son écriture, c'est que son écriture est entièrement basée sur la fiction, sur la fable, et que toutes ces choses sont un peu liées à l'enfance. Et on a l'impression que ce n'est pas sérieux. Rushdie dit d'ailleurs dans son essai à propos d'une réaction de son fils, de Milan, je crois, qu'il dit « Mais à quoi ça sert de raconter des histoires qui ne sont même pas vraies ?» Et on a l'impression, en effet, que actuellement, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, les histoires vraies ont une valeur supérieure aux histoires inventées. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et il y aurait beaucoup à dire sur la vérité et sur la fiction. Mais c'est un des sujets principaux de Salman Rushdie, précisément. Et on a parfois tendance à penser que les fables, les contes, c'est bon pour les enfants. Et qu'à un certain moment, quand on devient adulte, eh ben, il faut devenir raisonnable et lire des choses sérieuses. Or, Rushdie a toujours défendu le point de vue inverse. Au contraire, c'est dans l'imagination, dans la fable, dans la fiction, dans la fantaisie la plus débridée qu'on peut trouver, sinon des réponses, en tout cas les questions qu'on peut poser, les questions importantes. Je crois que c'est un des traits importants et que si on n'a pas compris ça, peut-être on passe un petit peu à côté de l'intérêt, à mes yeux énorme. Mais évidemment, je suis peut-être partial parce que comment pourrais-je être critique à l'égard de Rushdie, moi qui vis dans son compagnonnage depuis maintenant une douzaine d'années, ou une quinzaine d'années, mon Dieu, je me réjouis. Et comment pourra-t-on oublier les enfants de minuit ? Mais on va continuer à l'écouter avec Pierre Beau, qui est comédien, et Louis Clavis avec sa magnifique clarinette, et je m'empresse de les remercier infiniment, je ne sais pas, ils vont arriver, d'avoir répondu avec autant de chaleur et sur le champ à cette invitation. Il a dit, c'est pour Salman, nous venons tout de suite. Donc je leur dis un infini merci, je voudrais les voir, mais ils vont arriver. Voilà, je vous laisse les écouter tous les deux, et à tout à l'heure pour la clôture de cette fête du livre, de cette 40e fête du livre. Merci Gérard.